Là, je pense que ce qui est important, c'est encore une fois d'écouter, de voir comment les personnes interagissent et puis mettre une couleur, j'allais dire locale dans son management. C'est important. On a créé avec ma responsable de la Brand and Com, donc de la communication, des sessions qui s'appellent Discovery Session où, sur base mensuelle, un business, une fonction vient expliquer ce qu'ils font au quotidien, quels sont leurs challenges, quels sont leurs succès. Déjà, ça permet aux gens de connaître des opportunités et de connaître mieux des départements et de ce fait, de potentiellement avoir des mobilités futures parce qu'ils se disent « Ah oui, maintenant j'ai compris ce que faisait la trésorerie, par exemple. Et ça m'intéresse pour le futur. » Voilà. Donc ça, c'est une façon d'engager les collaborateurs, de montrer ce qu'ils font, de montrer leurs succès et puis éventuellement d'attirer les talents dans leurs équipes. Hello, bienvenue sur le podcast des Leaders sans frontières, le podcast où nous partons à la rencontre des meilleures pratiques managériales et entrepreneuriales, inspirées des différences culturelles et de l'international. Je m'appelle Paul Tressens et vis au Vietnam depuis 2022. En créant ce podcast, mon ambition est de vous aider à élargir votre champ des possibles et appliquer des méthodes venues d'ailleurs dans votre quotidien. Je vous souhaite un bon voyage avec notre invité pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Bonne écoute! Bonjour Karine. Bonjour Paul, ça va ? Très bien, merci de m'accueillir ici à Sydney au sein des locaux de BNP Paribas Australie. C'est un plaisir. Pour commencer cet épisode, je vais vous laisser vous présenter, m'expliquer d'où vous venez, ce que vous faites aujourd'hui en Australie et également le cheminement de votre parcours, de votre carrière. D'accord. Donc, je m'appelle Karine Delvallée. Je travaille chez BNP Paribas. Je suis aujourd'hui le CEO et le responsable de territoire pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Je fais ce job depuis 5 ans, un peu plus de 5 ans maintenant. Et j'ai une longue carrière chez BNP Paribas. J'ai commencé en 1993 et j'ai eu l'opportunité de travailler dans 5 pays et dans différents business, fonctions, etc. Donc, une longue carrière. Mon poste juste avant celui-là, c'était à Hong Kong et j'ai travaillé pendant 8 ans à Hong Kong et le dernier poste, c'était Chief Risk Officer. Je m'occupais de toute la PAC. Ok. On va revenir sur la construction de votre carrière. Une première question. Pourquoi la banque ? Vous êtes sorti d'école de commerce, diplômé de l'ESCP. Qu'est-ce qui vous a attiré ? Est-ce qu'il y a eu un moteur particulier ? Qu'est-ce qui vous a attiré vers ce milieu ? Alors moi, j'aime beaucoup les maths, donc effectivement, les chiffres, ça a toujours été mon monde. Et le côté financer l'économie réelle, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Donc, aller dans une banque m'a paru le bon passage pour utiliser des chiffres et puis servir des clients et participer à la croissance économique, je dirais. Quelle est l'histoire ? Parce que, vous l'avez dit, vous êtes passé par plusieurs pays. Il y a eu une grande étape à Hong Kong de 2011 à 2019. Il y a eu un peu plus de 8 ans. Aujourd'hui, vous êtes basé à Sydney depuis 5 ans. Qu'est-ce qui vous attire dans l'expatriation ? Alors, en fait, il y a plusieurs choses. La première chose, je pense que ça vient aussi de mon enfance et de mon contexte familial. Moi, mon papa était médecin militaire, donc il a travaillé dans l'armée jusqu'à 45 ans. Et après, il est passé dans le civil. Et du coup, on a fait pas mal de postes. Alors, moi, je suis la dernière de la famille. J'en ai pas fait autant que mes aînés, mais plusieurs. Et effectivement, vivre dans un environnement où on change de culture, on change de pays, on apprend à s'adapter à différents endroits. Ça fait partie de mon DNA, j'allais dire, des toutes petites filles. La première fois que j'ai pris l'avion, j'avais 3 semaines pour aller voir mes grands-parents. Donc, je pense que voilà, j'aime bien voyager, j'aime bien voir des cultures différentes et j'aime beaucoup apprendre. Donc, ça m'a poussée à l'expatriation. Et puis, j'ai eu l'opportunité dans la banque de saisir des opportunités qui passaient comme ça, de partir à l'étranger. Donc, on l'a fait en famille. Ok. L'expatriation en famille, c'est pas toujours simple. Quel a été le plus grand choc culturel auquel vous vous êtes confronté, peut-être individuellement ou même en famille, la chose qui vous a le plus interpellé? Alors, je crois que chaque fois qu'on change de pays, de toute façon, la culture, surtout moi, je suis passée de l'Europe à l'Asie. J'ai aussi, chez BNP Paribas, travaillé sur les US et l'Amérique latine. Oui. J'ai jamais habité, mais j'ai voyagé souvent à une période de ma carrière après avoir travaillé dans le réseau France. Donc, du coup, je crois que ce qui est intéressant, c'est quand on passe d'une culture à l'autre, c'est être humble et modeste et essayer de comprendre là où on va.
Et je dirais que c'est un peu ça, ce qu'on appelle le choc culturel. Ce qu'on arrive, les gens n'ont pas forcément les mêmes réactions sur les mêmes sujets ou sur une situation, ils ne la résolvent pas de la même manière. Et donc, ce qui est important, c'est essayer de bien comprendre l'environnement d'abord, d'écouter, de voir comment les gens interagissent et après de s'adapter. Voilà, en Asie, par exemple, on a ce qu'on appelle la face, entre guillemets. Il ne faut jamais faire perdre la face à la personne qui travaille avec vous, etc. Donc ça, c'est très intéressant. Donc, il faut apprendre à donner des feedbacks, par exemple, différemment. Il faut apprendre à bien comprendre les choses avant de décider, par exemple, ou de faire des actions. Donc c'est ça, pour moi, c'est pas, j'ai pas eu de situation où je me suis retrouvée complètement démunie, mais chaque fois, il faut s'adapter. Et le management, votre management, comment il a évolué? Parce qu'on ne manage pas de la même façon en Australie que en Asie, par exemple. Vous êtes passé par Hong Kong. Comment est-ce que vous vous adaptez à chaque fois au style de management et aux individus? Oui, alors quand j'étais à Hong Kong, je suivais toute la PAC, donc 13 locations. D'accord. De la banque. Donc là, j'allais de l'Inde au Japon et à l'Australie, le triangle. Voilà. Donc vous voyez, ça fait des cultures très, très, très différentes. Donc déjà là, je pense que dans ce job-là, j'ai appris à m'adapter à différentes cultures. Le management est différent. Après, on garde, je pense, des piliers et des fondations sur lesquels on a son management style et son leadership, mais on s'adapte aussi aux cultures et aux environnements. Et ça, je pense que ce qui est important, c'est, encore une fois, d'écouter, de voir comment les personnes interagissent et puis mettre une couleur, j'allais dire locale dans son management. C'est important. Ça permet d'être plus efficace. Surtout que quand on travaille sur des postes régionaux comme moi j'ai eu, on a aussi le management à distance, qui est une autre difficulté, j'allais dire. Manager quelqu'un et être dans la même pièce ou se voir en vrai tous les jours, c'est pas pareil que manager des gens à travers MS Teams. Voilà, donc là aussi, on apprend, on s'adapte et on essaye d'aller voir les gens aussi régulièrement pour créer aussi ce contact humain. Oui, parce que c'est ce que j'allais vous demander. Comment on fait pour, quand on n'a pas la partie coffee machine conversation, les petits small talk, les petites discussions de couloir, et de manager à distance, qu'est-ce qu'on fait? L'écoute, comment vous l'appliquez au quotidien? Alors moi, je bois pas de café, donc je n'ai pas les coffee machines, mais si je mets ça de côté. Alors en fait, je pense que c'est passer du temps avec les gens. Hein. Donc, par exemple, là, dans mon job actuel, il m'arrive de sortir de mon bureau, d'aller voir les gens, m'assurer que tout va bien, leur demander qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, quel est le point important, ou aller les voir quand j'ai une question. Je préfère, encore une fois, aller faire la démarche, voir les gens dans leur bureau, plutôt que leur dire de venir dans le mien. Je pense que ça, c'est un point important. Dans certaines cultures, c'est vrai que les gens ils vont plutôt voir le chef, entre guillemets. Moi, j'aime bien aller voir les gens. Et je trouve que ça brise justement cette image un peu du chef dans sa tour d'ivoire. Et c'est important. Est-ce que vous pouvez me parler du leadership à l'australienne? Est-ce qu'il y a un leadership à l'australienne? C'est une bonne question. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un leadership à l'australienne? On sait que c'est moi, dans mon étude aujourd'hui sur l'engagement au travail, on s'aperçoit que j'ai eu plusieurs podcasts précédemment où, par exemple, on dit en Asie, il faut plus aller voir les gens, une personne face à une autre. Les Australiens, dans leur culture, dans leur éducation même à l'école, ils apprennent à parler en public, on apprend à pitcher dès la maternelle. Ouais. C'est un petit peu, si on parle d'ouverture et de prise d'espace, il y a un petit peu les États-Unis, l'Australie et après l'Asie qui a un peu de mal et qui sont très forts techniquement et qui ont moins travaillé cette partie soft skills et qui est cette ouverture, on m'a dit, sur les autres. Comment vous êtes adapté à l'Australie, le fait de diriger en Australie et d'être leader en Australie? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? En fait, je crois que vous l'avez bien résumé. En Australie, on apprend aux gens à speak their mind, donc dire ce qu'ils pensent, hein, et être vocaux, mais au sens positif du terme, c'est-à-dire
voice what you have to say, dire ce que vous avez à dire. Donc, évidemment, avec être bénévolente, s'assurer qu'on le fait de façon constructive, etc. Mais les gens ne sont pas timides et ne vont pas hésiter à dire ce qu'ils pensent. Voilà, donc ça, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que moi, je suis plutôt comme ça aussi. Donc, ça me gêne pas du tout. Je trouve que c'est bien d'avoir cette diversité, justement, où on laisse la place aux gens pour qu'ils puissent donner leur vue, contribuer. C'est important. Parce qu'en fait, quand on parle d'environnements divers, et moi, dans mes précédents postes, j'ai eu l'occasion, comme je vous l'ai dit, de faire face à plein de différentes cultures au jour le jour. Hein. Oui. C'est même pas parce que j'étais postée dans un pays. Après, c'est en étant en charge de 13 locations, je me retrouvais tous les jours à parler à l'Inde, au Japon, à l'Australie, qui était aussi dans mon scope à l'époque, mais sur un point précis, enfin sur les risques. Et donc, dans ce cadre-là, voilà, on apprend à s'adapter et on laisse la place aux gens. Je pense que ce qui est important ici en Australie, c'est la collaboration. Les gens sont contents de contribuer, sont très positifs, donc ils ont en général plein d'idées et ils veulent contribuer. Et je pense que c'est une richesse pour nous, pour la banque ou pour un leader, de pouvoir avoir une équipe qui participe. Est-ce que vous pouvez m'expliquer les valeurs et la culture d'entreprise BNP Paribas ? Absolument. Alors, BNP Paribas, c'est une banque qui se situe dans un monde et qui souhaite avoir un impact dans le monde dans lequel elle travaille. OK. Et donc, on est ce qu'on appelle la banque d'un monde qui change. Vous connaissez le motto. Donc, dans la culture, on a cette capacité d'adaptation, d'anticipation qui est importante et on considère que les gens sont en charge de leurs risques. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que quand on est banquier, évidemment, on prend du risque, okay, quel qu'il soit. Hein, du risque de crédit, risque opérationnel, risque de liquidité, ça fait partie du quotidien. Mais on prend des risques qu'on analyse, qu'on connaît et qu'on peut nuancer. C'est pour ça qu'on les prend. Si on n'est pas conscient des risques qu'on prend, ça ne marche pas. Voilà. Et donc, dans ce cadre-là, on souhaite que les gens se sentent en charge de leurs propres risques. Et dans ce cadre-là, BNP Paribas, justement, développe les individus, leur permet d'apprendre et de faire face à différents environnements. Donc, c'est aussi une culture de confiance, mais avec aussi outiller les employés, entre guillemets, pour qu'ils s'adaptent à des environnements différents. Donc ça, c'est un aspect. L'adaptation, l'anticipation, le risk management, ça fait partie de la culture de BNP Paribas. Ensuite, il y a un point qui est très important, c'est une banque qui met le client au centre de ses activités. Si je fais un franglais, on dit ça client-centric, donc on se concentre vraiment sur le client et servir le client. Donc, l'idée, c'est vraiment de lui apporter les produits dont il a besoin au bon moment, pas de lui vendre tout et n'importe quoi. Donc, on a vraiment une éthique importante de ce point de vue-là, de protection des intérêts du client, mais aussi de développement des relations. Voilà, donc vraiment trouver ce bon équilibre entre développer la relation client, mais servir le client dans le temps. La banque est née il y a 200 ans, donc par ses différentes mutations, j'allais dire, et fusions. Et dans ce cadre-là, on a une perspective long terme sur les relations. On ne souhaite pas faire une transaction, un deal, on souhaite vraiment accompagner le client dans le temps. Donc ça, c'est, je résumerai ça comme ça sur la culture. Et la dernière chose, c'est que on souhaite avoir un impact important sur tout ce qui est transition énergétique. Donc, c'est pas que notre logo qui est vert, hein, on a aussi une culture très, très importante sur tout ce qui est transition énergétique. On a signé et on est vraiment promoteur des Sustainable Development Goals, donc des Nations Unies. Et donc, on veut vraiment aider nos clients dans cette transition énergétique. Donc, ça, c'est un point important dans la culture aussi. Et cette culture, comment elle s'adapte en fonction des pays? Parce que les clients à travers le monde et les collaborateurs à travers le monde, aujourd'hui BNP Paribas, c'est 190 000 collaborateurs dans 65 pays. Comment est-ce que vous déclinez votre culture pour l'adapter tout simplement aux besoins locaux? Alors en fait, y a un point aussi où on a un impact sur la société, peut-être que j'ai pas nommé assez ou j'ai pas développé assez, c'est tout ce qui est philanthropie. Et
une façon aussi pour BNP Paribas d'avoir un impact sur la société dans laquelle elle travaille ou dans le pays dans lequel elle travaille, c'est aussi participer aux activités philanthropiques. Donc, la façon dont la banque le fait, c'est à travers donc la création de la fondation. Donc, depuis 1984, c'est une banque qui est très impliquée dans l'impact social. Et donc, dans ce cadre-là, on le fait avec des grandes valeurs fondamentales. OK, et puis une direction, une stratégie qui met les piliers fondamentaux du groupe. Et après, on s'adapte aussi au pays dans lequel on est. Et notre façon d'adapter la philanthropie, c'est en fonction justement de ce qui se passe dans le pays, des besoins dans le pays. Donc, on a beaucoup d'actions qui peuvent être un peu spécifiques dans certains des pays. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est une façon aussi de s'adapter à l'environnement. On a aussi, alors, on parlait des valeurs tout à l'heure, en plus de la philanthropie, mais sur les valeurs, elles sont vraiment communes au groupe et on essaye de développer ces valeurs pour tous les employés dans le groupe. Après, effectivement, quand il y a des besoins spécifiques sur nos actions dans les pays, on a des actions spécifiques. Mais les valeurs, j'allais dire, elles sont globales. Ok. Oui, c'est des valeurs globales qui ensuite sont appliquées dans l'ensemble des pays et c'est cette culture BNP qui est inculquée aux collaborateurs à travers le monde. Absolument. Et je pense que BNP Paribas a quelque chose de très, très sympathique, c'est la mobilité interne. On a la capacité, quand on travaille chez BNP Paribas, de bouger d'un pays à l'autre. Moi, j'en suis un exemple. Oui. Voilà. Et, donc, c'est une mobilité transversale, mais aussi géographique. Et dans ce cadre-là, justement, on souhaite que les personnes puissent être ambassadeurs de la culture quand ils vont dans un pays nouveau. Parce que justement, c'est une façon d'assurer une cohérence, une cohésion dans le groupe. On a un très grand pilier de diversité. Donc, comme je le disais avant, c'est très important de prendre en compte les cultures différentes qu'il y a dans notre organisation. Ici, en Australie, on a plus de 40 origines dans nos employés. D'accord ? Beaucoup sont australiens et locaux, mais ils viennent de plein de pays différents, l'Australie étant une terre d'immigration. Donc, dans ce cadre-là, c'est très important de garder cet aspect diversité et différentes façons de fonctionner. Mais après, on a une culture commune qui est celle de la banque. La culture, c'est fait pour engager les collaborateurs. Alors, je vais d'abord vous poser la question à vous. Qu'est-ce qui fait votre engagement ? Quels sont les facteurs qui créent votre engagement à titre personnel ? Moi, je suis quelqu'un de très motivé dans l'absolu. J'ai pas mal d'énergie et je m'auto-motive tous les jours. Donc, ça, c'est assez simple pour moi d'être motivée et d'être engagée dans mon travail. Mais ce qui me plaît le plus, j'allais dire, dans mon travail, c'est la diversité de ce que je fais au quotidien. Parce qu'un responsable de territoire, il touche à la fois aux aspects réglementaires, risques, gestion des ressources humaines, voilà, de business, clients. Donc, c'est beaucoup de choses tous les jours qui se font. Donc, je trouve que ça donne de l'énergie de passer d'un sujet à l'autre. Aussi, je travaille beaucoup avec les gens, donc je prends aussi mon énergie des autres. Et ce qui m'intéresse, c'est les interactions aussi au quotidien avec les collaborateurs. Voilà, donc mon engagement, il se fait comme ça et il s'auto, j'allais dire, énergise, si alimente, je peux faire un nouveau, auto-alimente à travers le quotidien, la diversité et les gens avec qui je travaille. Ok. Et à titre personnel, comment est-ce que vous encouragez l'engagement des collaborateurs ? Est-ce que vous avez des pratiques que vous mettez en place justement pour faire ressentir aux salariés qu'ils appartiennent à un groupe et qu'il y a une réelle culture entreprise ? Qu'est-ce que vous mettez en place ? Alors, plein de choses. Je pense que moi, ce qui est très important pour moi, c'est de faire aussi valoir le succès et la contribution de mes collaborateurs, de façon à ce qu'ils se sentent reconnus quand ils font des actions et des contributions. Donc, ça, on l'a fait à travers de nombreuses initiatives. Donc, on a par exemple, moi, j'ai des CEO Lunch où je rencontre les collaborateurs en petits comités, entre guillemets, je dirais une dizaine de personnes maximum, D'accord. donc régulièrement, de façon à comprendre et qu'ils puissent exister, enfin, comprendre leur quotidien mieux, les connaître mieux, bien qu'il y a quand même 600 personnes en Australie et Nouvelle-Zélande. Donc, pour pouvoir avoir un contact régulier, il faut passer un petit peu plus de temps. Et donc, ces lunch, j'allais dire CEO Lunch, sont un peu plus informels. Ça permet de discuter avec les collaborateurs, comprendre là où ils ont des sujets, leur permettre aussi de contribuer, je disais tout à l'heure, de montrer leur voix.
ok, de dire ce qu'ils pensent, et puis aussi de montrer leur succès et d'avoir plus de visibilité, d'être mieux connus aussi de leurs autres collaborateurs, des autres collègues ou employés. Ça, c'est une première chose. On a créé avec ma responsable de la Brand & Com, donc de la communication, des sessions qui s'appellent Discovery Session, où sur base mensuelle, un business, une fonction vient expliquer ce qu'ils font au quotidien, quels sont leurs challenges, quels sont leurs succès. Donc, c'est toute une équipe qui vient. Donc, par exemple, Global Market sur les activités de marché, Global Capital Market Group, qui est le financement structuré, et puis la transition énergétique, une fonction risque, une fonction compliance, HR, etc. Donc, ils viennent en équipe, ils expliquent ce qu'ils font, leurs challenges, leurs opportunités, et on a en général 200 personnes qui assistent en MS Team, et ça leur permet de connaître mieux ce que font les autres collègues. Mais en même temps, ça permet d'attirer, déjà, ça permet aux gens de connaître des opportunités et de connaître mieux des départements, et de ce fait, de potentiellement avoir des mobilités futures, parce qu'ils se disent « Ah oui, maintenant j'ai compris ce que faisait la trésorerie, par exemple. Et ça m'intéresse pour le futur. » Voilà. Donc ça, c'est une façon d'engager les collaborateurs, de montrer ce qu'ils font, de montrer leur succès, et puis éventuellement d'attirer les talents dans leurs équipes. Voilà. Donc ça, c'est une autre façon d'engager. Après, on a toutes nos activités CSR où effectivement, on propose à nos collaborateurs de participer à l'impact social qu'on souhaite avoir. Donc à travers, donc on a 1 million hours for help. Donc là, on a un target qui est au niveau de la banque de faire d'une journée, une demi-journée ou une journée en dehors de la banque pour aider une charité. Donc, ça peut être, moi, je suis allée passer une demi-journée avec Rose Harvest. Rose Harvest récolte, en fait, au niveau des supermarchés, toute la nourriture qui n'est pas utilisée et la distribue à des gens dans le besoin à travers des associations. Donc, je suis allée porter des cagettes de fruits, voilà, pendant toute la demi-journée. Mais on fait des tonnes de choses avec Red Kite pour les enfants qui ont le cancer. On a au niveau de la PAC ce qu'on appelle Room to Read, c'est pour aider l'éducation et l'apprentissage de la lecture au niveau des enfants. Voilà, donc il y a beaucoup de choses que l'on fait et là, on engage nos collaborateurs, on les incite à avoir une journée de volontariat ou une demi-journée de volontariat et puis on les incite aussi, quand ils participent à une communauté ou à une charité eux-mêmes, dans notre CSR Committee, on peut décider d'aider cette charité. Donc, on a un budget dans lequel on décide et chaque année, on va décider quelle charité on va effectivement aider. Voilà. Okay. Donc, c'est une façon d'engager aussi sur les aspects. Donc, il y a l'engagement dans le business au quotidien, faire reconnaître les succès, mais aussi dans la partie CSR. Est-ce que vous avez vécu un challenge situationnel marquant dans votre carrière, un challenge insolite et que vous pouvez me partager? Comme ça, sur 31 ans, je ne sais pas si j'arriverai à trouver. J'ai vécu plein de challenges, évidemment, dans la mesure où j'ai changé de pays, j'ai trimballé mon mari et mes 3 enfants chaque fois dans des expatriations. Donc oui, des challenges, on en a eu. C'est pas toujours facile. Il faut connecter avec la famille. Notre famille est en France. Donc, je crois que si je prends le dernier, je dirais que la période du Covid n'a pas été évidente à gérer parce qu'il a fallu s'adapter. Mais en fait, ça a aussi testé notre endurance, notre capacité à trouver des nouvelles façons de travailler et puis à trouver des solutions à quelque chose qu'on ne connaissait pas. Moi, j'ai jamais vécu ni une guerre, ni une pandémie avant. Je fais partie d'une génération privilégiée qui n'a pas vécu les guerres et donc et dans un pays privilégié sans doute. Et donc, dans ce cadre-là, s'adapter à une pandémie mondiale où les frontières sont fermées, parce qu'il faut se rappeler que l'Australie a fermé ses frontières, ce qui veut dire que nous, expatriés, on ne pouvait pas sortir du pays, parce que sinon, on ne pouvait plus re-rentrer. Ouais. Donc, il a fallu gérer les émotions familiales, la distance. Moi, sur 3 enfants, j'en avais 2 qui étaient en France, donc c'était pas forcément facile. Donc, garder le contact avec nos mamans, nos frères et sœurs, etc. Et puis les enfants. Et puis trouver au niveau business des façons de travailler différentes. Et je peux donner juste un exemple.
suite au Covid et à la pandémie, on a été le pilote du work from home en mode BAU, pas en mode crise. Parce qu'évidemment, en mode crise, quand il y a eu des confinements dans certains pays, on a été obligé d'envoyer les gens à la maison. Alors, à Sydney, ça a été relativement modéré, le confinement, pas très longtemps, mais à Melbourne, il y en a eu beaucoup. Et donc, il a fallu, en plus, l'Australie étant un pays d'État, c'est un État fédéral, il a fallu s'adapter à différentes façons de gérer la crise dans différents États. Et on a des personnes à Melbourne, on a des personnes à Perth et à Sydney. Et en plus, donc en Nouvelle-Zélande, dans 2 villes, Auckland et Wellington. Donc, il a fallu s'adapter à différentes réglementations, trouver une façon de fonctionner où les gens puissent travailler de la maison en remote et s'assurer que nos systèmes fonctionnent, la cybersécurité soit bien maîtrisée, etc. Et puis, du coup, on a été le pilote pour ça. Et maintenant, le work from home 2 jours par semaine sur base volontaire fait partie de notre offre. On travaille comme ça. Donc, les gens peuvent travailler jusqu'à 2 jours de la maison en remote par semaine. OK. Voilà, donc ça, c'est une façon de s'adapter à un challenge et c'est probablement dans mon expérience des 30 ans un gros challenge auquel j'ai eu à faire face, surtout que j'ai pris ça ne vous a pas échappé, je suis arrivée ici en octobre 2019 et la pandémie a commencé en mars 2020. Donc, j'étais en période de prise de poste et donc il a fallu gérer une crise majeure en période de prise de poste. On parle beaucoup du life balance, l'équilibre de vie en Australie, vie pro, vie perso, le sport. Comment est-ce que vous gérez ça à titre personnel ? Qu'est-ce que ça vous a fait d'arriver dans un pays comme l'Australie qui a cette culture et qui a une culture de travail différente de la France ? Alors, il ne faut pas se leurrer, le work-life balance ne veut pas dire que les gens travaillent moins. Ils travaillent différemment. OK ? Donc, parce que je voudrais pas qu'il y ait un peu cette image d'Épinal que l'Australie, c'est le pays du surf et donc tout le monde va surfer très tôt dans l'après-midi. C'est pas du tout le cas. OK ? Donc, les gens sont très engagés ici, ils délivrent, mais ils le font de façon très concentrée et donc parfois ils peuvent arriver très tôt le matin, partir plus tôt le soir. Ils n'ont pas forcément la même façon de mettre leurs heures dans la journée que dans d'autres pays. D'accord ? Donc, si on enlève cette image d'Épinal, je dirais que le work-life balance, c'est quelque chose qui est important dans la mesure où on n'est pas des machines. Donc, à un moment, il faut trouver le bon équilibre entre sa capacité de se sentir bien personnellement, parce que si on se sent bien, on sera plus efficace au bureau de toute façon. Par contre, si effectivement on a une vie complètement déréglée ou on n'arrive pas à faire le stop entre la vie personnelle et la vie professionnelle, ça risque de pas marcher très longtemps. Voilà. Donc, moi, j'ai eu mes enfants très tôt. J'ai eu mon premier garçon à 20 ans. Donc, j'ai en fait mené toute ma carrière avec des enfants. Et du coup, ça m'a appris la discipline et ça m'a effectivement incité à bien ségréguer les moments où je travaille et les moments où je m'occupe de ma famille, où je fais autre chose, des loisirs. Alors maintenant, mes enfants sont très grands, ils sont tous adultes, mais du coup, moi, j'ai des loisirs personnels. Donc, vous parliez du sport, je fais beaucoup de sport. Donc, il m'arrive, et ce matin, je fais du cheval très tôt le matin, 1 fois par semaine avant de venir au bureau. C'était ce matin. Voilà, je cours, je fais de la musique et du chant. Donc, j'ai des activités qui sont en dehors de la banque. Mais ça m'empêche pas de travailler très dur à la banque. Donc, en fait, il faut juste être discipliné, avoir les bonnes plages horaires et puis se dire à un moment, je ségrègue. Et trouver un temps pour tout de façon à être équilibré. Voilà. Alors après, effectivement, dans une banque mondiale ou globale comme la nôtre, il arrive qu'on ait des réunions plutôt tard le soir et c'est essentiel de connecter avec soit le siège ou soit la région. Notre responsable de région est à Hong Kong, donc il y a 3 heures de différence aujourd'hui. Donc, voilà, on s'adapte. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas aussi des contraintes. Puis, il peut y avoir des événements clients, etc. Donc, il faut juste s'adapter à ça et adapter son rythme de travail à ça. Mais se garder des plages horaires pour soi aussi. Okay. Le meilleur conseil qu'on vous ait donné dans votre carrière ? Oh, j'en ai eu plein. Alors, je dirais que le premier conseil qu'on m'a donné, c'est assez rigolo. Quand j'ai commencé à la banque, donc j'étais dans le réseau France, dans une agence, et je m'occupais de clients corporate. Et on m'a dit,
quelque chose de très marrant. Très jeune, on m'a dit, il va falloir que tu apprennes à faire ton travail, mais à aussi parler de ce que tu fais. Parce que c'est important si tu veux que les gens comprennent ce que tu fais et que tu sois visible aussi, que tu parles de ce que tu fais. Et ça, c'est un conseil. Donner ça comme conseil à quelqu'un qui est tout au début de sa carrière, c'est pas évident parce qu'en général, on dit plutôt fais ton travail et puis voilà. Donc, j'ai trouvé ça très très intéressant comme concept. Après, évidemment, j'en ai eu plein d'autres. Donc, la capacité d'écoute, ça c'est très important. Donc, évidemment, on en a parlé beaucoup sur la capacité de s'adapter à différentes cultures, mais j'en suis complètement convaincue. Et c'est vrai que très tôt, moi, dans ma carrière, on m'a dit c'est hyper important d'écouter parce que c'est comme ça que tu comprends ce qui se passe et que tu t'adaptes. Donc, voilà, je dirais les deux que je citerai, mais j'en ai eu plein d'autres. Est-ce que vous avez une maxime, une citation? Ah oui, alors je dirais, moi je viens d'un tout petit village dans le sud de la France et qui a un blason sur lequel il est écrit « L'obstacle augmente mon ardeur ». D'accord? Et en fait, alors c'est rigolo parce que, je ne sais pas si c'est parce que j'ai entendu ça quand j'étais petite, mais pour moi, c'est vraiment un motto. C'est-à-dire que j'aime bien les challenges, j'aime bien les obstacles et j'aime bien franchir les obstacles. Donc, ça me motive et ça me permet d'avancer. Donc, c'est vraiment quelque chose qui reste en moi. Oui. Ok. Quel est votre indispensable? Mon indispensable? Ah, le chant. Ok. Chanter. Je pense que c'est indispensable pour moi. Ça fait partie de ma vie au quotidien. Quand je vais en voiture le matin, j'ai 20 minutes de transport, je fais du chant. Qu'est-ce que ça vous procure? Ah c'est super, c'est comme le sport, le chant, c'est de la respiration, de la relaxation et puis la musique, c'est absolument incroyable. Donc c'est le développement de l'esprit et des émotions. Donc c'est très important. La musique prend une bonne partie dans ma vie. Comment est-ce que vous continuez de progresser aujourd'hui? Comment je continue de progresser? Alors, je travaille avec les gens, comme je vous ai dit, et donc je prends des autres et j'écoute et je regarde comment les gens fonctionnent. Et ça me permet de progresser parce que on l'a dit, enfin, quand on est manager d'équipe et de plus en plus grosses équipes, on a besoin d'avoir une capacité d'adaptation encore plus grande que quand on se concentre sur un scope beaucoup plus petit. Donc ça, pour moi, c'est très important. Donc je progresse en regardant aussi ce qui se passe autour de moi. Je reste informée. Je pense que ça, c'est majeur aussi, de ne pas vivre dans sa bulle. Il faut s'ouvrir, comprendre ce qui se passe dans le monde et essayer d'analyser. Moi, je suis une personne assez analytique et donc j'aime bien me poser des questions, me challenger, essayer de résoudre des sujets. Voilà comment je progresse. Super. Est-ce que vous avez un conseil à donner à justement un jeune actif qui souhaite évoluer dans un grand groupe en corporate, mener sa carrière en corporate? Oui, en fait, d'abord, quand on joint une grande institution, il faut savoir ce qu'on veut faire parce que c'est énorme. Il y a tellement de choses différentes, de départements différents. C'est extrêmement difficile de connaître tout. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait nos Business Discovery Sessions, parce que même en interne, on s'aperçoit que quand on travaille dans un département, c'est très compliqué de connaître tous les autres départements de la banque. Voilà, donc déjà, savoir ce qu'on veut faire. Qu'est-ce qui est intéressant dans une banque? Quels sont les différents métiers? Donc, ne pas hésiter à aller parler aux gens, essayer de networker un petit peu sur les réseaux sociaux, LinkedIn par exemple, essayer de trouver les bons interlocuteurs et parler avec ces personnes, parler avec vos collègues, vos environnements, et de façon à encore une fois, bien comprendre ce qu'on veut faire. Quand on a bien compris ce qu'on veut faire, après, c'est vraiment quand on rentre dans un grand groupe, c'est essayer de comprendre la culture. On en a parlé dans certains grands groupes et chez BNP Paribas, la culture est forte. Donc, il faut s'adapter, il faut comprendre et apprendre cette culture. Donc ça, c'est vraiment, quand on commence, c'est vraiment bien comprendre ce qui se passe autour de soi, essayer de bien se mettre dans ce mood. Et puis, il y a un autre point qui est important parce que quand on est jeune, on veut vraiment le dream job, le job dont on rêve, on veut tout de suite. Quand on rentre dans un grand groupe, ce qui est important, c'est de mettre un pied dans le grand groupe. Parce qu'après, il y a de la mobilité. Voilà. Donc, si on n'a pas le dream job, il faut être un peu flexible et puis faire un job qui intéresse, évidemment, mais c'est peut-être pas le dream job pour arriver progressivement vers le dream job à travers une mobilité interne. Parce que ça fonctionne. Où est-ce qu'on peut vous suivre ou vous retrouver? Sur LinkedIn? Sur LinkedIn, absolument. Donc, j'ai un profil, donc avec grande joie pour
me suivre. On poste beaucoup de choses sur ce qu'on fait ici en Australie et Nouvelle-Zélande. Et puis, et moi, je réagis aussi aux gens que je suis. Donc, n'hésitez pas. Super. Merci beaucoup, Karine. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi aussi. Merci encore pour cette opportunité. C'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange. N'oubliez pas d'ajouter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée ou de vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez suivre les prochains épisodes. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Au revoir.